Bonjour, je suis Annabelle Traverbio, je suis consultante au sein de Bull Security Solutions. Je suis responsable du pôle conseil et audit et je suis accessoirement aussi QSA PCI DSS certifié. Voilà. Donc l'objet de la présentation d'aujourd'hui, c'est de faire des études comparées en quelque sorte de deux textes qui existent actuellement concernant les paiements. C'est d'un côté les recommandations de la BCE pour la sécurité des paiements sur Internet et de l'autre côté c'est PCI DSS. Donc ce sont deux documents qui sont d'origine différente, qu'on va comparer en termes d'objectifs, en termes de cibles, en termes de périmètre, en termes de contenu d'exigence, et puis d'exigibilité par rapport aux acteurs de la chaîne de paiement sur Internet et par carte bancaire. Alors même si le paiement par Internet, ce n'est pas forcément du paiement par carte, aujourd'hui 80% des paiements en vente à distance sont des paiements par carte bancaire, donc ce sont quand même deux cibles proches. Donc les deux textes en question, pour les citer en détail, donc le texte de la BCE, c'est Recommendation for the Security of Internet Payments. Donc c'est un document qui a été établi par le Forum SecurePay, créé en 2011. Donc le Forum SecurePay, c'est une émanation de la BCE, qui est en fait le Forum européen pour la sécurité des paiements de détail, et qui réunit en fait tous les États membres du périmètre SEPA, de l'Union européenne, plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Et donc le forum a été mis en place par la BCE dans le but de faire coopérer tous les États membres pour la sécurité des paiements sur l'ère SEPA et élargie, et puis avec un focus bien entendu sur les paiements de détail, hors chèque et paiement espèces. D'accord ? Donc c'est tout ce qui n'est pas du paiement en chèque et en espèces. Et puis, dans l'idée de rechercher un niveau minimum de sécurité pan-européen pour tout ce qui est paiement de détail, pour éviter les disparités entre États membres. Et puis, de l'autre côté, nous avons le PCI DSS, donc il y a un document standard très connu, je pense maintenant, qui est établi par le Payment Card Industry, qui réunit 5 grandes marques de cartes bancaires, qui sont Visa, Mastercard, Amex, JCB et Discover, et dont le principal standard aujourd'hui, le plus connu, c'est le PCI DSS, qui est Data Security, Standard Security, donc qui concerne tout ce qui est paiement par carte bancaire. À partir du moment où dans une transaction, on fait intervenir un numéro de carte bancaire, le numéro qui est écrit sur votre carte, et bien ça rentre dans le cadre d'application de PCI DSS. Donc les objectifs de ces deux textes ne sont pas forcément les mêmes, mais on trouve des buts partagés. Donc avant tout, le grand but affiché, c'est la lutte contre la fraude. Donc il y a à la fois la lutte contre la fraude au niveau individuel par l'usurpation ou l'utilisation frauduleuse de numéros de carte, par exemple, pour réaliser des transactions. Et puis plus largement, il y a aussi la lutte contre le blanchiment d'argent, notamment pour la BCE. Et puis, le deuxième objectif, c'est la prévention des fuites de données sensibles. Donc, les fuites de données sensibles, c'est avant tout celles qui permettent le paiement. Donc, les numéros de carte bancaire, les codes de contrôle associés qui permettent de réaliser des transactions à l'insu du possesseur du moyen de paiement. Il faut savoir que selon la BCE, donc dans son deuxième rapport sur le constat de la fraude concernant la carte bancaire, donc qui portait sur 2012, 56% de la fraude concernait les transactions en carte non présente, ce qui représente quand même 665 millions d'euros en 2011. Donc ce qui est très important. Et dans ce rapport, la BCE pointe le fait que, notamment par exemple au Royaume-Uni, le taux de fraude en carte non présent a fortement baissé grâce à la mise en place du 3D Secure, donc l'authentification renforcée du consommateur par un dispositif annexe. Alors, elle ne chiffre pas cette baisse de la fraude grâce au 3D Secure, mais elle met cet effet en avant. Et au niveau français, il y a l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement qui, dans son rapport de 2011, a fait le même constat, a constaté une baisse de la fraude grâce au 3D Secure entre 2011 et 2012. Et donc met en avant cet intérêt. Et selon la FEVAD, donc c'est au niveau français, la Fédération des sites e-commerce et de la vente à distance, aujourd'hui 50% des sites d'e-commerce mettent en place le 3D Secure. Alors, on a aussi des buts qui sont un petit peu divergents dans le sens où les travaux du forum de la BCE et donc de la BCE visent aussi dans un large chapitre la protection du consommateur au niveau individuel, ce qui n'est pas du tout dans les objectifs de PCI DSS, où l'objectif est plutôt de protéger la banque et le marchand contre les transactions frauduleuses.
Et un des objectifs de PCI-DSS est de limiter les fuites massives de numéros de carte bancaire, ce qui n'est pas vraiment visé par la BCE. Donc ce sont des objectifs divergents, mais on est quand même sur un objectif partagé qui est de lutter contre la fraude. Pour ces deux textes, on a globalement des démarches qui ont été initiées et poursuivies en parallèle, puisque PCI-DSS en version 1.1, qui est la première version applicable, est sortie en 2006. Et puis la directive européenne, qui est un petit peu fondatrice de tous ces travaux, qui s'appelle la directive concernant les services de paiement, ou en anglais la Payment Service Directive, qui est très connue sous le nom de PSD, est parue en 2007. Et ensuite, suite à ces deux textes fondateurs de part et d'autre, donc PCI-DSS d'un côté et la directive de l'autre côté, il y a eu ensuite des déclinaisons. Donc PCI-DSS a connu plusieurs versions, dont la prochaine est la PCI-DSS V3 qui sera obligatoire à partir de 2016. Et puis côté européen, comme la directive prévoyait la mise en place d'un rapport concernant la sécurisation, enfin, l'état des lieux de la sécurité sur des paiements sur Internet, au plus tard en 2012, et dans ce rapport, il était préconisé d'établir des recommandations de sécurité pour ces paiements. Elle a fait paraître en 2012 une version draft, puis en 2013 une version définitive de document qui nous intéresse aujourd'hui, qui est Recommendation for the Security of Internet Payments. Et suite à l'apparition de cette version définitive de ce document, qui va s'appliquer à tous les établissements de paiement qui procèdent à des services de paiement, elle sera obligatoire à partir du 1er février 2015. Donc la PSD, la directive des services de paiement, vise à établir avant tout un cadre unique pour les paiements au niveau européen. Donc on appelle paiement tout ce qui concerne le transfert d'argent, en quelque sorte. Donc ça concerne les paiements, ça concerne le dépôt d'espèces, le retrait d'espèces, etc. La PSD, elle définit également aussi ce qu'on appelle un paiement de faible montant, par exemple. Elle porte l'accent sur l'information du consommateur et son libre consentement à l'opération de la transaction. Et puis, elle limite notamment la responsabilité du consommateur en cas d'utilisation frauduleuse de ces moyens de paiement, à 150 €. Alors, il faut noter, ce qui n'est pas indiqué là, que la PSD va connaître une mise à jour et les travaux ont commencé au niveau de la Commission européenne cet été. Et donc, il y aura une PSD version 2 qui va sortir. Donc, des cibles communes, le texte de la BCE, donc les recommandations pour la sécurité des paiements sur Internet, vise tout fournisseur de services de paiement sur Internet installé dans l'Union européenne. Donc, la notion de fournisseur de services de paiement est définie dans la PSD, donc dans la Payment Service Directive, dans le titre 2. Donc, ce sont avant tout les établissements de paiement. Elle a créé la notion d'établissement de paiement, et puis tout ce qui est établissement de crédit, établissement bancaire, ainsi que les banques centrales, les autorités de régulation. Et la définition de service de paiement, elle est également donnée par la directive dans son annexe. Donc c'est avant tout le dépôt et le retrait d'espèces, les virements, les paiements par carte bancaire, les micro-paiements, l'émission et l'acquisition de moyens de paiement, donc par exemple de cartes bancaires, la transmission de fonds et puis le paiement par mobile avec tout ce qui peut recouvrir le paiement par mobile. Tandis que PCI-DSS s'adresse à toute entité stockant, recevant ou traitant des numéros de carte bancaire, ce qu'on appelle des PAN en fait. Donc ça peut recouvrir des PSP tels qu'on vient de voir dans la définition de la BCE, mais ça peut avoir un champ plus large. Donc ce sont notamment les banques acquéreurs, les marchands au sens e-commerce, mais aussi boutiques physiques, les PSP, donc les Payment Service Providers, et puis les émetteurs de cartes bancaires. Alors on voit que ce sont avant tout des périmètres complémentaires, il y a une partie commune et des parties distinctes. Donc dans ces recommandations pour la sécurité des paiements sur Internet, la BCE ne s'intéresse pas à tout ce qui est paiement de style moto, ce qu'on appelle moto, c'est-à-dire par mail ou par téléphone, ou les paiements en carte présente. Donc c'est ce qui est en gris, qui est exclu sur le schéma à gauche. Voilà, à gauche. Donc, elle ne s'intéresse pas dans ce document-là à ces types de paiements. Par contre, il y a des recommandations qui vont également sortir pour le paiement par téléphone. Donc, ce sera un texte à venir. En revanche, PCI-DSS s'intéresse à toute transaction qui fait intervenir un numéro de carte bancaire. Donc, que ce soit par Internet, par téléphone, par mail ou en carte présente, c'est-à-dire en boutique physique, avec une transaction carte comme on a l'habitude chez son commerçant du coin.
Alors, en termes de gestion de la conformité, les deux textes s'opposent assez radicalement, puisque les principes retenus par la BCE sont beaucoup plus souples en quelque sorte, puisqu'ils ont adopté une démarche du type comply or explain. Autrement dit, il y a un principe de base, une exigence à respecter. On peut la respecter ou il faut expliquer pourquoi on déroge à cette règle ou comment on y répond. C'est-à-dire que ce ne sont pas des exigences techniques strictes. Le document recommandation est composé de key consideration, c'est-à-dire d'exigences, et puis de best practice, de BP, donc de bonnes pratiques de recommandation qu'il est conseillé de suivre, mais qui sont de moins stricte importance. Et l'un des principes fondateurs des recommandations, l'une des premières key consideration, c'est avant tout la réalisation d'une analyse de risque. Cette analyse de risque, elle doit être mise à jour régulièrement pour tenir compte notamment de l'évolution des technologies en ce qui concerne le paiement, avec l'apparition de nouvelles technologies, de nouveaux moyens de paiement, et puis pour tenir compte également de l'apparition de nouvelles menaces, puisque tous les rapports sur l'état des fraudes, par exemple, font apparaître régulièrement des nouveaux schémas de fraude de plus en plus sophistiqués et professionnalisés en quelque sorte. Alors que le schéma adopté par PCI-DSS, c'est vraiment une conformité stricte à 100% des exigences, avec des exigences qui sont parfois très contraignantes, puisqu'on n'a pas vraiment la possibilité de choisir l'implémentation ou la façon d'y répondre. Donc c'est une démarche beaucoup plus contraignante en quelque sorte. La gestion de l'applicabilité des deux textes est également distincte, puisque dans le schéma de PCI-DSS, on a un schéma privé, en quelque sorte, alors qu'à droite, le schéma d'applicabilité des recommandations, c'est un schéma public et réglementaire. Du côté de PCI-DSS, on a la transitivité de la conformité, c'est-à-dire que les réseaux de cartes qui composent PCI-DSS imposent à leurs banques acquéreurs de réclamer la conformité à leurs marchands. Et ces banques acquéreurs font elles-mêmes imposent à leurs marchands et à leurs fournisseurs de services de se mettre en conformité. Donc, en quelque sorte, c'est transitif. Chaque partie réclame à ses fournisseurs, à ses sous-traitants ou à ses clients de se mettre en conformité avec PCI-DSS pour pouvoir, au final, montrer à PCI-SSC que l'intégralité de la chaîne de paiement est conforme à PCI-DSS. Alors que du côté droit, le schéma adopté est un schéma réglementaire. Donc, en fait, la BCE a adopté la directive sur les services de paiement et ensuite elle a imposé aux États membres de le transposer dans leur réglementation nationale au plus tard en novembre 2009, ce qui a été fait par la France par l'ordonnance du 15 juillet 2009. Et depuis que les textes ont été transposés en réglementation nationale, c'est à chaque pays d'adopter un moyen de vérifier que les PSP qui sont installés dans son territoire national sont conformes au texte de la BCE et donc notamment aux recommandations. En France, c'est le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui fournit l'agrément au PSP après avis de la Banque de France. Alors, il y a quand même des exigences qui sont concordantes dans l'esprit entre les deux textes. Donc, dans ce tableau, vous avez au centre le contenu des exigences. À gauche, vous avez les key considerations du texte de la BCE qui s'y rapportent, donc avec le numéro du chapitre. Et puis à droite, vous avez les exigences de PCI-DSS qui se rapportent à chacun de ces thèmes, avec également les numéros des chapitres. Donc ce qu'on voit, c'est que sur des aspects importants de la sécurisation des données relatives aux moyens de paiement et aux transactions, on retrouve bien les exigences de part et d'autre, sachant que de côté PCI-DSS, on demandera une conformité stricte à des exigences très précises. Par exemple, sur le chiffrement des flux, il faut chiffrer absolument tous les flux et il faut chiffrer les numéros de panne dès qu'ils sont stockés. Alors que du côté BCE, on va simplement préciser qu'on doit qu'on doit garantir la confidentialité de ces informations, charge après au PSP de voir comment il se débrouille avec cette exigence et comment il la met en œuvre. En termes de travaux de la BCE, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le texte qui est sorti aujourd'hui et qui est applicable en février 2015 porte avant tout sur la sécurité des paiements par Internet, ce qui n'est qu'un sous-ensemble des paiements de détail. Et donc aujourd'hui, le forum SecurePay de la BCE travaille sur d'autres sujets,
dont deux sujets principaux qui sont bien avancés, on va dire. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle le PASS, c'est le Payment Account Access Service. Donc c'est la notion de wallet de paiement sur Internet. Donc le wallet, c'est une solution qui permet d'enregistrer et gérer des moyens de paiement et d'initier des transactions vis-à-vis de sites d'e-commerce tiers qui ne sont pas forcément liés directement à la solution de wallet. Mais il faut qu'il soit accepté. Donc dans la notion de wallet, on va avoir l'enregistrement des moyens de paiement, leur gestion et puis l'initialisation de transactions. Et aujourd'hui, la plupart des acteurs des chaînes de paiement, donc c'est-à-dire les réseaux de cartes, les banques acquéreurs, les sites de e-commerce, voire même d'autres acteurs, commencent à offrir des offres de ce type-là ou à organiser des partenariats autour de telles offres. Donc l'objectif des wallets, c'est d'améliorer l'expérience client et le parcours client, le taux de conversion de l'acte d'achat lorsqu'on est en vente à distance et notamment en transaction sur Internet, avec derrière des enjeux et des défis qui portent avant tout sur la sécurisation de ces plateformes qui sont toujours plus connectées et plus mobiles, avec en termes d'enjeux la protection des moyens de paiement, la non-répudiation des transactions et puis aussi la confidentialité des données personnelles de l'utilisateur du wallet. Donc tout ça en essayant de trouver le meilleur compromis entre la facilité d'utilisation pour le consommateur et puis sa protection et la protection des moyens de paiement. Donc trouver le bon compromis entre les deux. Et donc, selon encore la Fédération des sites de e-commerce et de vente à distance en France, au troisième trimestre 2013, il y avait 32,7 millions en France de e-consommateurs, c'est-à-dire le potentiel que ça représente en termes de public concerné et intéressé, les solutions de wallet en France. Et puis le deuxième texte, c'est ce qui concerne les paiements par mobile. Donc là, en novembre 2013, il y a une consultation publique qui est sortie sur le draft de recommandations sorties par la BCE, avec possibilité d'émettre des commentaires, avec derrière un texte qui sortira et qui s'imposera au PSP de solutions de paiement sur mobile. Donc le paiement sur mobile, c'est tout ce qui fait intervenir un mobile. Le NFC, le paiement par SMS, le paiement entre utilisateurs, etc. Pour chacun de ces textes, que ce soit celui qui est déjà sorti, donc la sécurité des paiements sur Internet, ou pour les wallets ou pour le mobile, la BCE a à chaque fois retenu quatre grands principes. Donc le premier, c'est avant tout l'appréciation régulière des risques pour que les mesures de sécurité mises en place soient toujours en relation et au bon niveau par rapport aux risques identifiés. Donc c'est le libre arbitre en quelque sorte du PSP. Il y a aussi dans ce chapitre la nécessité pour chaque PSP d'informer les autorités compétentes en cas d'incident de sécurité, donc à la fois sur la partie données personnelles et puis sur la partie données de transaction et moyens de paiement. Il y a l'authentification forte du consommateur, donc c'est un des principes qu'on retrouve par exemple dans le 3D Secure, mais la BCE n'impose pas forcément le système à retenir, ça peut être une solution mais il peut y en avoir d'autres. Et puis la transmission sûre des authentifiants du consommateur, c'est-à-dire ça ne sert à rien d'authentifier par SMS par exemple un consommateur si au départ on n'a pas vérifié que le SMS provenait bien du portable qu'a déclaré le consommateur. Le troisième point concerne des processus efficaces de surveillance des transactions. Donc là, c'est vraiment dans un but de détecter les comportements anormaux et puis donc de lutter contre la fraude à partir de schémas anormaux de transactions, de mouvements, etc. Et puis, par derrière, il y a également la protection des données sensibles de paiement. Et enfin, le dernier grand thème qu'on trouve dans chacun de ces documents, de ces recommandations par la BCE, et qu'on ne retrouve pas du tout dans PCI DSS, par exemple, c'est l'éducation et la sensibilisation des consommateurs. Donc la protection du consommateur au sens grand public, avec l'obligation pour les PSP d'informer le consommateur préalablement à l'enregistrement de son compte, de l'informer clairement avant toute transaction, et puis de mettre également en œuvre des limites en termes de débit. C'est-à-dire qu'un consommateur ne pourra pas être débité de plus de tant d'euros par mois, par jour, etc., pour éviter de se retrouver frauduleusement à découvert. Voilà. Ici, sur ce slide, vous avez tous les textes de référence dont on a parlé. Donc, PCI DSS V3, ils sont tous en accès libre sur Internet. PCI DSS est sur le site du PCI SSC. Et puis, les autres documents sont sur le site de la BCE. Donc, le texte sur la sécurité des paiements Internet qui est
qui n'est pas un draft, qui est un document applicable, et puis les documents draft sur les passes services, donc les wallets, et puis sur la sécurité des paiements par mobile. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je remercie également Romain et Sébastien qui m'ont aidé à préparer cette présentation.